parce qu'on sait que ce secteur est vraiment en complètement transformation grâce à l'IA et on va voir jusqu'où ça peut aller. Donc pour cela, j'invite sur scène Mingang Zheng de Weiwei, Nadine Foulon-Belkacemi de Acodis et Christophe Leligné de Valeo. On peut les applaudir. Bonjour, bonjour, bienvenue. Merci d'être là. On est ravis de parler de l'arrivée de l'IA, de la Gen AI dans l'automobile. On voit que la Gen AI a complètement disrupté ce secteur. Vous qui le voyez de l'intérieur, quelle est l'ampleur de cet impact? Ça va jusqu'où? Nadine, peut-être? Alors c'est certain, l'introduction de l'IA dans l'automobile, c'est une révolution. Hein. C'est comme l'Internet dans les télécoms. Je vois Vivek dans le coin, c'est vraiment ça. Alors ça va changer énormément en fait tous les services autour de l'utilisateur de l'automobile, mais aussi autour en fait des processus industriels. C'est pour ça que je parlerai de deux types d'IA. J'ai l'IA embarquée et l'IA un peu débarquée. C'est pas beau comme terme, mais bon, c'est un peu comme ça que je le simplifie. Donc dans l'IA embarquée, c'est tous les services autour de l'utilisateur, la sécurité, toute la conduite autonome, qui va provenir en fait de toutes les données qui proviennent des capteurs, des caméras haute définition, des lidars. Et l'IA va permettre un traitement, voire instantané, en temps réel, en fait, de l'ensemble de ces données, qui va apporter en fait des services supplémentaires pour l'utilisateur et sur le véhicule. On parle d'ailleurs de véhicules semi-autonomes aujourd'hui et pas de véhicules autonomes, hein, parce que les véhicules autonomes, on y travaille. Chez Acodis, on y travaille d'ailleurs avec l'Europe sur différents sujets de recherche qui permettraient d'arriver à une fiabilité à 100%. Après, on parle de l'IA dite débarquée. Encore une fois, excusez-moi du terme, mais l'IA débarquée, c'est l'IA qu'on va mettre dans tous les processus industriels. Et là, le champ des applications est extrêmement large. Je vais vous donner deux exemples. Chez Acodis, par exemple, on développe tous les logiciels embarqués dans les véhicules pour des grands constructeurs automobiles français, d'ailleurs. Et on utilise l'IA dans le cadre des tests et dans le développement. Et ça permet de gagner 30% du temps. C'est quand même énorme dans des chaînes de fabrication. Et ensuite, une autre application, c'est en fonction de la production d'un certain nombre de véhicules, on prévoit par l'ensemble des données qui proviennent d'une chaîne de fabrication, en fait, la consommation d'énergie de bout en bout, ce qui permet en fait de prévoir et en anticipation en fait la consommation d'énergie sur une chaîne de production de l'automobile. Donc le champ des possibles est énorme sur l'IA. Comme je disais, c'est une révolution, on n'en est qu'au début. Merci beaucoup. Mingang? Oui, tout à fait. Je pense que ça fait quelques années en fait que j'ai constaté que l'IA est un peu entrée dans ce domaine automobile. En fait, quand on parle de IA, mais c'est aussi forcément, quand on parle de IA débarquée, notamment dans l'application, en fait, en fabrication, etc., c'est forcément lié en fait à l'ensemble de transformations numériques qu'on parle beaucoup. Alors Huawei n'est pas connu en fait dans ce domaine-là, mais c'est vrai que depuis quelques années, en accompagnant le développement de la 5G et notamment la 5G industrielle, on est rentré dans ce domaine et on développe quand même beaucoup d'applications en fait d'intelligence artificielle. Et je voulais en fait rapidement citer deux exemples ici. C'est pour montrer en fait IA est entrée bel et bien en fait dans ce domaine-là et qui rentre en fait l'efficacité, qui transforme en fait ces domaines. Le premier exemple que je voulais partager, c'est que l'année dernière, en Chine, je suis allé en fait visiter une usine. En fait, c'est un groupe de fabrication des pièces détachées. Le groupe s'appelle IKT. Et ces groupes-là, en fait, une usine que je visitais, c'est à peu près, ça représente un terrain de football à l'intérieur. Donc, en fait, on l'a passé à peu près une demi-heure à l'intérieur. Et effectivement, on l'a croisé à peu près pas plus que 20 personnes. Donc, l'ensemble de production, à la fois, c'est automatisé
et à la fois c'est connecté en fait avec la 5G, et donc il y a en même temps l'intelligence qui est impliquée en fait dans la fabrication, mais aussi il y a grâce à ces connexions 5G, l'ensemble de la fabrication est complètement transformé. Donc il y a évidemment en fait là, je veux insister aussi sur un point qui est très important, c'est que dans cet atelier, on veut dire immense, il fait très chaud. Il fait très humide. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est un atelier, on fait la fabrication des pièces détachées, donc des moulages, etc., des grosses machines, en fait, avec, et donc il faut de l'eau, il faut des températures, etc. Donc là, à l'intérieur, donc, grâce à ces transformations-là, donc évidemment, on a amélioré l'ensemble des conditions de travail de ces personnes dans l'usine, mais aussi, et le plus important, qu'on parle d'économie et de compétitivité, là j'anticipe un petit peu, à ces moments-là, en fait, la fiabilité, la qualité et également le coût, globalement in fine, c'est extrêmement intéressant. Ouais, on voit toute la chaîne de valeur finalement et augmenter de ça. Christophe, est-ce que ça fait écho avec ce que vous voyez? Ah oui, complètement. Aujourd'hui, l'industrie automobile fait sa révolution digitale. Juste quelques exemples. Aujourd'hui, une voiture embarque à peu près 200 millions de lignes de code. C'est 33 fois plus qu'un Boeing 787. Donc aujourd'hui, la voiture est déjà un ordinateur sur roue et ça va s'accélérer. Ça va s'accélérer avec ce qu'on appelle le SDV, donc c'est le véhicule défini par logiciel, donc il va s'appuyer sur des architectures électroniques complètement nouvelles. Et là, je vais remercier Qualcomm, qui est un de nos partenaires et qui nous fournit la puissance de calcul qui est nécessaire aujourd'hui pour embarquer le logiciel, mais aussi toute l'IA qui va arriver avec. C'est vraiment, on est dans un phénomène d'amplification. Alors, pourquoi ça va changer? Parce qu'aujourd'hui, quand on a un téléphone, vous achetez votre téléphone, il a un logiciel, et puis pendant les 3 ans, globalement, que vous gardez votre téléphone, vous pouvez télécharger des applications, mais aussi des mises à jour de sécurité, des mises à jour qui font que votre téléphone fonctionne toujours aussi bien qu'au début, plus performant, plus sécurisé. Mais une voiture, vous l'achetez, ce n'est pas pour 3 ans, aujourd'hui vous l'achetez pour 15 ans. Et pendant 15 ans, il ne change pas de mise à jour, rien. Avec le SDV, ça change tout, parce que votre voiture devient un téléphone. On va pouvoir amener des nouvelles fonctionnalités. Vous allez pouvoir télécharger des applications, aussi des mises à jour de sécurité, de cyber. On en entendait parler tout à l'heure, puisque la voiture étant connectée maintenant vers l'extérieur, la cybersécurité est extrêmement importante. Donc ça va permettre d'avoir un véhicule qui va durer plus longtemps, donc ce qui est aussi bien pour l'économie circulaire et l'économie durable, et aussi de pouvoir embarquer de l'IA. Alors l'IA, c'est pas nouveau dans l'automobile. L'IA, on a commencé à embarquer des premiers algorithmes de machine learning en 2003, avec des petites puissances de calcul, c'était pour des caméras. Premiers algorithmes neuronaux, c'était en 2012, aussi pour des caméras, donc pour des caméras de recul, pour détecter des piétons. Et ça va continuer à s'accélérer. Donc, mais aujourd'hui, il n'y aura pas de véhicule autonome sans IA, ça c'est sûr. Alors on a beau avoir de très bons capteurs, les lidars, les radars, les caméras, mais il faut une IA pour piloter, pour prendre les décisions. Donc il n'y aura pas de véhicule autonome sans IA, ça c'est clair. Maintenant, l'IA a d'autres vertus, des vertus qui sont beaucoup plus, j'allais dire, écologiques. On parlait tout à l'heure de batterie. Alors aujourd'hui, avec l'IA, on est capable de gérer la batterie, de gérer la thermique de la batterie. Et j'ai un exemple très concret d'application. Grâce à l'IA, on est capable d'augmenter la durée, pas la durée de vie, l'autonomie d'une batterie de 24%, d'optimiser les temps de charge, c'est-à-dire on va gagner 1 heure sur un trajet de 6 heures. Et globalement, ça représente à peu près 300 kWh par an d'économie. Donc l'IA a des vertus, on peut en avoir peur, mais je pense que l'IA, il faut la prendre aussi vis-à-vis de ce qu'elle peut nous apporter. Maintenant, juste pour finir sur ce point, on fait face à des investissements monstrueux dans l'industrie automobile mondiale, européenne, française pour
je dirais, pour développer ces nouvelles architectures, ces nouvelles fonctions. Donc il est important que l'industrie se rapproche. Alors ça se fait. Si on veut être compétitif, il faut qu'on puisse travailler directement en partenariat entre équipementiers et constructeurs. Alors ça existe. Par exemple, Valeo, on a des partenariats sur les SDV avec Renault, mais aussi avec BMW. On a des partenariats avec des gens comme Qualcomm, Nvidia. Enfin, je pense que ça, c'est fondamental. Et je veux insister vraiment là-dessus, c'est que si on veut rester compétitif dans le futur, il faut que l'on se rapproche pour avoir une industrie européenne beaucoup plus forte. Vous parlez de deux choses très importantes que je veux qu'on traite dans les 10 minutes qui nous restent. Un, c'est l'humain dans tout ça, parce que ça, c'est le thématique, le fil rouge de toute la conférence. Et l'autre, c'est la compétitivité. Donc, pour commencer, ce que vous décrivez, ça nous fait comprendre qu'en fait, cette révolution dépasse largement la voiture, le véhicule en lui-même. C'est vraiment toute la chaîne de valeur. Et ça touche finalement à des enjeux majeurs citoyens. Donc, pour parler pour faire le lien avec Tech for Citizen, est-ce que la voiture finalement est au centre de cette révolution de notre société et pas que l'industrie automobile? Qu'est-ce que vous voyez? Effectivement, dans les véhicules, il y a une somme importante de capteurs, de plein de choses. Donc effectivement, il y a beaucoup de données qui sont disponibles, qui peuvent être soit localisées, soit délocalisées dans le cloud, dans des équipements, etc. Donc le point très important, c'est la protection de ces données. Effectivement, on a la RGPD pour faire ça. Malgré tout, les technologies évoluent, les produits évoluent, les outils évoluent et de plus en plus, en fait, il y a de la réglementation. On parlait de réglementation quelquefois peut-être trop en couche, donc qui freine un peu l'innovation. Mais en même temps, c'est nécessaire de bien protéger toutes ces données parce que derrière, il y a des impacts sur l'automobile qui peuvent être sévères. Et donc, il faut les protéger. En même temps, aller dans l'innovation. Donc, les constructeurs automobiles, dont Valeo, doivent jouer entre l'innovation, les réglementations. Ce n'est pas toujours très simple, mais c'est nécessaire en même temps. Merci. Minh-Quang. Oui, effectivement, Nadine, vous avez parlé en fait un point très important. Mais après ces points-là, c'est-à-dire qu'en fait, une fois qu'on l'a mis en fait à la sécurité, des données, etc. Vraiment traiter ces points-là. Après, je voulais en fait parler un peu, puisqu'on parle en fait de Tech for Citizen, donc l'application en fait il y a dans ces voitures, etc. Comme Christophe disait en fait tout à l'heure, sans IA, il n'y a pas de voiture autonome. Donc, et c'est important que effectivement aujourd'hui, par exemple, dans les modèles des voitures équipées, donc tout récemment, c'est-à-dire ces 2 dernières années, simplement, il y a une innovation, c'est avec les LiDAR, donc les radars laser, qui a augmenté en fait vraiment la sécurité également, en l'associant également avec les radars millimétriques. Et tous ces deux-là qui viennent assister, qui viennent aider en fait, en quelque sorte, les caméras de très très haute définition, que jusqu'à là on utilise seulement les caméras pour traiter toutes les images, pour prendre les décisions, appuyer en fait sur lesquelles on prend les décisions. Donc là, c'est une innovation, pour ne pas dire c'est une révolution aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on a associé, donc ça c'est la partie hardware, mais aussi il y a également en fait la partie software. Comme disait Christophe tout à l'heure, depuis longtemps qu'on l'a parlé, en fait, on a des plateformes intelligence artificielle, mais aujourd'hui, avec la puissance de calcul, on peut entraîner tous ces modèles-là dans des situations complexes et une fois empaqués avec des lidars, des radars, des caméras, etc. Donc ça, ensemble, là, ça va faire l'être un véhicule, en fait, bien hautement en fait sécurisé. Merci beaucoup. Parlons maintenant de la compétitivité. Aujourd'hui, il y a une concurrence de plus en plus forte. Quel est le rôle de l'automobile face à cette concurrence internationale? Christophe? C'est un sujet extrêmement important pour nous en ce moment parce que je pense que la situation économique en Europe s'est fortement dégradée si on compare à la Chine. Je pense qu'on a perdu dans
ces dernières années à peu près 25% de compétitivité. Donc pour nous, c'est important parce que aujourd'hui, on est présent partout dans le monde. On est compétitif en Chine, il n'y a pas de souci. On arrive, grâce à toutes les technologies qu'on a développées ici, on est capable de gagner des business en Chine. En revanche, dès qu'on revient en Europe, alors oui, il y a des barrières qui ont été mises en place pour protéger les constructeurs, mais il faut juste savoir, c'est que 75% du contenu de la voiture vient des équipementiers. Et aujourd'hui, on n'est pas protégé. Et donc, aujourd'hui, c'est très difficile pour nous de combattre les 25% d'écart qu'on a avec nos compétiteurs chinois. Donc aujourd'hui, on continue à développer de la techno et ça c'est super important parce que c'est comme ça qu'on va continuer à survivre. Mais il faut aussi que, les pouvoirs publics prennent aussi en conséquence un peu ce sujet de compétitivité. Et aujourd'hui, on milite pour un contenu local européen d'environ 70%, comme a pu mettre en place les États-Unis il y a quelques années. Mais c'est un vrai sujet européen, c'est un vrai sujet français, mais ça n'empêche qu'il faut continuer à innover. Et je pense qu'on a toutes les compétences dans tous les domaines en France aujourd'hui et en Europe pour y arriver. On a de l'espoir. Nadine, est-ce que l'Europe est en retard? Pas dire que l'Europe est en retard. Dans le monde de l'automobile, c'est une industrie historique. Quand on regarde en fait les emplois directs liés à l'industrie automobile en Europe, c'est à peu près 7%. Quand on y ajoute les métiers indirects, c'est un peu moins de 13%. Donc c'est quand même une industrie qui porte l'emploi sur l'Europe. Quand on regarde en fait le nombre de métiers qui rentrent dans la conception d'une voiture, c'est 1000 métiers. 1000 métiers. Donc l'intelligence artificielle, rassembler l'ensemble de ces 1000 métiers pour concevoir une voiture avec une industrie qui est plutôt historique, qui est plutôt basée sur, je dirais, mécanique. L'histoire, c'est des débats qu'on a eus ensemble, donc plutôt mécanique. Et quand on regarde, j'ai eu la chance de partir avec un ami Yves Maître qu'on connaît bien, en Chine au mois de juin. On a regardé un peu ce qui se passait dans l'industrie automobile. La conception est totalement différente. Ils sont partis du soft pour y mettre ensuite la méca. En Europe, c'est plutôt la mécanique pour y mettre ensuite le soft. Donc, est-ce que l'un ou l'autre est le mieux? En tout cas, le constat, il est qu'en Chine, ils fabriquent une voiture en 18 mois. En Europe, c'est plus, c'est presque le double. Voilà. Donc, il y a des questions à se poser sur la manière de faire. En même temps, comme je dis, c'est une industrie qui est très historique, avec beaucoup d'investissements qui ont été faits dans le temps. Ça demandera du temps, plus de temps peut-être, avec peut-être plus de qualité. Je ne sais pas, je ne sais pas juger de cela. Pour autant, le sujet de la compétitivité, notamment avec nos collègues chinois, c'est un vrai sujet. C'est un vrai sujet. Mingang, quand on a parlé, vous avez parlé de la différence que vous voyez entre les dernières générations de voitures chinoises et européennes. Quelles sont les différences? En fait, le sujet de compétitivité, c'est un grand sujet. Je pense que, voilà, il y a quelques minutes, mais je voulais en fait vraiment le condenser et directement, j'allais dire en fait, se poser la question, est-ce que la France est en retard ou pas? Ce n'est pas important. C'est pas important. Je pense que le plus important, c'est de regarder en fait. Nadine a évoqué en fait la différence entre alors en Chine, la voiture, comment est-ce qu'on le fait? Et c'est vrai qu'en Europe, personnellement, j'ai un peu en fait les deux pieds, les deux côtés. Premièrement, il y a quelques années, la Chine est aussi comme en Europe. La voiture est aussi dans le sens en fait traditionnel du thème. On parle de moteur, des embrayages, carrosserie, etc. Mais c'est seulement il y a quelques années, en fait, il y a 5-6 ans, on a commencé en fait avec l'idée, en fait, le smartphone. Aujourd'hui, en fait, en Chine, si je le résume, enfin très peu le temps, c'est la voiture électrique, notamment. Je peux dire la Chine a quasiment abandonné en fait les voitures thermiques. Et c'est la voiture électrique. Et la voiture électrique qui a changé totalement l'idée dans la tête de tous les Chinois. C'est de dire, en fait, c'est un super smartphone avec 4 roues, un moteur ou 2 moteurs,
un volant, pop, on va le faire. Et donc c'est pour ça qu'en fait, ce qu'il disait Latine, on commence, en fait, la Chine commençait en fait à faire à partir des logiciels, etc. C'est vrai, et c'est pas tout à fait vrai. C'est-à-dire que on met beaucoup plus l'accent sur le logiciel. L'exemple de Huawei, bon, on l'a développé en fait il y a quelques années. L'ensemble de ces systèmes que vous avez constatés en Chine, aujourd'hui, c'est une solution en fait globale pour pouvoir aider les fabricants de voitures traditionnels entre guillemets et à développer et à démarrer et dévoler en fait très vite. On parle en un an, on arrive à faire la conception de 3 modèles. Là, vous avez parlé en fait en 18 mois à fabriquer une voiture et 3 modèles en une année. Donc ça, je pense que c'est là, premier point, c'est important, la différence en fait de considération, et peut-être c'est la question de transformation et c'est la question de l'audace. Je disais tout à l'heure, en fait, une fois qu'on a assuré en fait tout l'ensemble de sécurité des données, etc., pour assurer en fait qu'on parle de base arrière, et une fois qu'on a fait ça, il faut s'ouvrir, il faut aller vers devant et voir comment est-ce qu'on peut. Et je pense que l'exemple, en fait, dans le domaine des télécommunications, dans les années 80-90, c'est un bon exemple et on peut débattre plus tard. Merci beaucoup. On peut les applaudir. Merci Christophe, Nadine, Ngom.